Mesdames, Messieurs, bonjour. Tout d'abord, bienvenue pour cette table ronde. La Maïf que je représente, et ça fait plusieurs années que la Maïf participe au Festival international de géographie par le biais du Fonds Maïf pour l'éducation. Donc le Fonds Maïf pour l'éducation, c'est un fonds qui œuvre pour la solidarité, le partage de la connaissance et un égal accès à l'éducation. Donc c'est vrai qu'on peut parfois se demander pourquoi un assureur est présent au FIG. Il y a quand même des points, on va dire, de commun entre assureurs et géographes. Tout d'abord, la prévention des risques. Donc ça peut être les risques naturels. Et depuis 2020, un nouveau type de risque qui est sur le devant de la scène, ce sont donc les risques sanitaires. Donc le monde de l'éducation n'a pas été épargné par la pandémie. Donc c'est le sujet de la table ronde, me semble-t-il. Chacun a dû s'adapter. Donc en fait, s'adapter au confinement, reconfinement, déconfinement. Et les enseignants, comme leurs élèves ou leurs étudiants, ont su et pu mettre en œuvre de nouveaux procédés. Donc ça nous a paru tout à fait naturel donc, à la Maïf de parrainer cette table ronde qui a pour thème enseigner et apprendre en temps de pandémie. Je vous remercie. Je vais laisser la parole aux intervenants de la table ronde. Merci beaucoup. Vous pouvez nous rencontrer au Salon du Livre si vous souhaitez échanger par ailleurs avec les représentants de la Maïf. Merci beaucoup. Merci, je vais prendre le relais. Tout le monde m'entend bien? Ouais, super. Ouais, bien proche, ok. Alors bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous accueillir. Moi je suis Laura Péot, je vais me charger d'introduire un petit peu mes collègues qui sont pour une part à distance, vous le voyez Gaëlle Lacaze dans le petit écran, et puis Catherine Didier-Fèvre qui est en chemin, et comme il y a eu quelques soucis au niveau de la SNCF avec des rails cassés, il est possible qu'elle nous rejoigne un petit peu plus tard, donc je m'en excuse, mais je vais essayer d'assurer la conférence tout de même. Alors effectivement, on avait envie de vous proposer toutes les trois une réflexion autour de nos expériences à la fois individuelles d'enseignement pendant la pandémie et puis d'ouvrir à des réflexions plus générales et collectives sur ces espaces-temps d'enseignement qui ont été fortement perturbés en les considérant à l'aune du corps. Alors avant de rentrer dans le détail, je vais dire deux mots quand même de qui nous sommes. Catherine Didier-Fèvre qui va arriver incessamment sous peu. Alors j'essaye de gérer en même temps. Non, c'est sur mon écran. Voilà. Ça apparaît. Elle enseigne la géographie en classe préparatoire à Lyon. Elle est docteure aussi en géographie. Et elle travaille sur les mobilités des jeunes vivant dans les espaces périurbains avec une approche micro-géographique des espaces. Qui mobilise les échelles, les espaces de la chambre, de la maison, du quartier, et donc aussi une approche sensible et à partir du corps, ou des corps. Gaëlle est aussi avec nous. Gaëlle, je vais peut-être te laisser te présenter, si tu peux dire deux mots. Ça sera plus efficace que moi. Oui, bonjour à tous et toutes. On t'entend bien, pas de souci. Je suis professeure à l'UFR de géographie de la Sorbonne Université, et je suis anthropologue de formation. Tu peux nous dire quels sont tes thèmes de recherche peut-être pour éclairer le public? Oui, alors je suis spécialiste des peuples turco-mongols et je travaille sur des thèmes liés au corps, comme l'alimentation, certaines catégories de mouvements, la prostitution, la sexualité. Voilà. Merci. Et puis pour ma part, donc Laura Péot, je suis maîtresse de conférences en géographie sociale à l'université Grenoble-Alpes, où j'enseigne à tous les niveaux de la L1 jusqu'au master. J'ai fait ma thèse en histoire de la géographie, et puis plus récemment, je m'intéresse justement à ces questions de pédagogie et d'enseignement de la géographie dans le supérieur. Et à l'occasion de la pandémie et de cette situation, cette configuration inédite d'enseignement,
je me suis penchée sur en fait, la façon dont les étudiants, mais aussi les enseignants et les enseignantes avaient vécu dans leur corps, dans leurs émotions, cette situation particulière. Et donc, comme je vous le disais, nous avons toutes les deux, alors au départ séparément, proposé en fait des interventions assez proches dans leur thématique, donc sur nos expériences individuelles, sur ces modes d'enseigner pendant les confinements, lorsque les corps enseignants et étudiants se trouvent à distance les uns des autres, de façon contrainte et de façon donc extrêmement subie. Donc pour ma part, je vais vous présenter un retour sur une enquête par questionnaire que j'ai fait passer auprès des étudiants, étudiantes et enseignants, enseignantes de mon UFR, donc auprès de celles et ceux que j'avais en cours, mais pas seulement, plus largement. Et je vous en ferai part pour réfléchir plus généralement à ce que ces expériences et ces retours nous disent de l'enseignement pendant les mois à distance, mais aussi de ce que pourraient être des enseignements une fois prises en compte ces expériences. Catherine, quant à elle, fera un retour autour de l'écriture par ses étudiants de prépa pendant le premier confinement sur leur expérience et leur rapport à l'espace, donc comment, malgré la distance, ils et elles ont pu recréer des liens entre eux, faire groupe, travailler en esprit de promo, du plaisir dans cet exercice de créativité aussi. Et puis Gaëlle proposera également un retour d'expérience sur un cours portant sur le corps, donc avec des entrées géographiques et anthropologiques, et dont l'évaluation consistait en la réalisation d'une performance, dont évidemment l'aboutissement a été entravé par les conditions matérielles de réalisation. Ça représentait un vrai défi à distance. Alors au-delà de nos expériences singulières, ce que nous souhaitons mettre en lumière et questionner lors de cette table ronde, ce sont plusieurs problématiques communes qui s'entrecroisent les unes les autres et qui sans doute font écho à vos propres expériences si vous-même avez été en situation d'enseignement pendant ces quelques mois. D'abord, le fait que ces semaines et ces mois nous ont rappelé l'importance du corps dans les situations d'enseignement, du corps ainsi que la dimension sensible, voire affective même, de la relation qui se noue entre enseignants, enseignantes et étudiants, étudiantes. Et ensuite, s'il est vrai que nous avons collectivement souffert de cette situation inédite, elle a aussi été l'occasion de re-questionner, voire de réinventer de nouvelles pratiques dans le temps de ces moments à distance, mais aussi maintenant que les cours ont repris de façon un petit peu plus normale. De plusieurs manières, nous nous sommes réinventés en renouvelant des pratiques, en faisant malgré la distance, mais paradoxalement en tissant de nouveaux liens, peut-être moins marqués par une dimension d'autorité, en renversant aussi le rôle d'expert, parce que c'est un constat que nous avons fait toutes les trois, nous nous sommes sentis aussi parfois doublés en matière de compétences technologiques par nos propres étudiants et étudiantes, et donc du coup là c'est aussi une façon de re-questionner cette posture. Et puis en activant aussi la créativité de nos élèves ou de nos étudiants et étudiantes comme réponse et comme apaisement à des angoisses liées à cette distance. Et puis, au-delà de cette réinvention au sein de nos salles de cours, qu'elles soient virtuelles ou réelles, ce fut aussi l'occasion d'une remise en cause plus générale, ou d'un questionnement, si ce n'est une remise en cause, de l'institution, qui a fonctionné autrement, sur un mode relationnel plus affirmé, malgré la distance, et dont nous aimerions toutes les trois, et je pense que cette aspiration est partagée par beaucoup d'entre nous, que ce fonctionnement plus relationnel se poursuive dans un retour à la normale qui est en train de s'opérer, du moins nous l'espérons. Alors, voilà pour l'introduction, et je crois que Catherine arrive. Je ne vois pas très bien avec les lumières, mais il me semble que je la reconnais derrière le masque. Donc j'ai le temps du coup de vous annoncer un petit peu le fonctionnement de la table ronde. Nous avons donc jusqu'à 15h, nous proposons de faire toutes les trois un petit retour de nos expériences pour vous donner un petit peu plus de matière et de contenu de ce qu'a été notre pratique enseignante et aussi notre recherche sur cet objet. Et puis ensuite nous vous proposerons un échange avec vous, c'est ce qu'on m'a glissé à l'oreillette. Vous pouvez venir poser vos questions au micro qui se trouve juste devant l'estrade, tout en gardant le masque. Voilà, nous sommes privilégiés ici puisqu'on a le droit de le faire, de l'enlever, mais pas vous, hélas. Alors, j'attendais que Catherine arrive, avant peut-être de commencer. Je la laisse arriver tranquillement. Bonjour, Catherine.
Nous avons Gaëlle à distance et nous voilà au complet. Très bien. Tu vas avoir le temps de reprendre ton souffle puisque c'est moi qui parle d'abord, si ça te va. Donc comme je le disais, ce qu'on vous propose, c'est peut-être d'enchaîner 3 présentations. D'accord. Les 3 présentations qui vont nous occuper une quinzaine de minutes chacune et ensuite de prendre les questions. Donc n'hésitez pas à les garder pour la fin ou à envisager des questions croisées. Oui. Merci. Alors, pour commencer, un petit retour donc personnel sur mon enseignement à distance et puis cette recherche que j'ai entamée. Et je voulais vous présenter la confrontation de ces 2 représentations caricatures qui peuvent être d'une part le modèle un peu idéal du cours à distance qui peut se faire à la maison avec son petit café, les plantes, un environnement a priori apaisé parce que connu, familier, etc. Et en même temps la réalité aussi de ces cours qui s'est conjuguée avec quand même un épuisement assez généralisé de la part des enseignants, enseignantes et puis de nos interlocuteurs étudiants. Et puis ça a été aussi une difficulté pour bon nombre d'entre nous de concilier vie de famille et vie professionnelle, d'où ce petit clin d'œil humoristique pour commencer à réfléchir déjà sur ce que ces mois de cours à distance ont fait sur nous, pas seulement d'un point de vue intellectuel, mais aussi d'un point de vue physique, hein, puisque ça s'est quand même traduit par un peu plus de fatigue que d'habitude. Alors, mon expérience d'enseignement et du coup ma proposition de recherche, c'est ce que je vous restitue aujourd'hui, elle s'appuie sur un point de départ qui est double. D'abord, je pense qu'on l'a partagé pour bon nombre d'entre nous, ça a été le constat d'un certain désarroi, beaucoup de colère, de fatigue, de frustration de devoir faire cours à distance privé de notre public. Et pour autant, à ce premier pôle plutôt d'émotions négatives s'est ajouté aussi une espèce de curiosité face à cette situation inédite, des envies de se renouveler. Je tiens pour ma part en très haute estime mes étudiants et mes étudiantes et je prends beaucoup de plaisir à faire cours. Et donc j'avais pas envie de subir et qu'eux aussi subissent pendant des mois ce moment d'enseignement si étrange. Donc ça a été aussi pour une part une espèce de stimulation intellectuelle et enseignante que de me dire comment tirer malgré tout du positif de cette situation. Et non seulement ça m'a engagé évidemment à retravailler un certain nombre de dispositifs de cours dont je vous ferai part un petit peu plus tard, mais ça a aussi été pour moi un aiguillon de recherche, une chose dont j'avais un peu envie auparavant et ça a été l'occasion. Et donc ça m'a amené d'abord je vais vous le dire dans l'ordre de comment c'est écrit sur le diaporama, mais à opérer d'abord une auto-ethnographie, c'est-à-dire un relevé régulier de mes ressentis, de mes pratiques de cours, donc de noter très régulièrement ce que je faisais, d'observer aussi dans la classe ou dans les classes virtuelles, à la fois les miennes, mais aussi celles d'une collègue, pour voir comment se passaient les cours ailleurs que chez moi. C'était une façon à la fois de me rassurer et en même temps de montrer d'autres façons de faire, parce que je pense qu'on est un peu meilleur quand même à plusieurs que tout seul dans son coin. Et puis, j'ai aussi décidé de faire passer un questionnaire, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, à l'ensemble des étudiants et étudiantes de mon UFR, qui comporte donc une 60aine d'enseignants, à peu près 1500 étudiants, et j'ai collecté sur cet ensemble de personnes potentielles à peu près 300 réponses. Donc, ce qui est quand même pas mal en termes de répondants. Et donc j'ai collecté des réponses évidemment des étudiants et étudiantes que j'avais moi-même en cours, mais aussi de personnes qui ne me connaissaient pas directement. Et sur le lot, j'ai obtenu une vingtaine de réponses d'enseignantes et d'enseignantes de collègues, donc ce qui fait un retour assez satisfaisant. Et dans ce questionnaire, j'ai beaucoup insisté sur non seulement la dimension matérielle des conditions de cours de chacun et chacune, c'est-à-dire dans quelle pièce ils ont pu travailler, dans quelle configuration spatiale ils étaient, est-ce que cette configuration elle était globalement confortable, elle était subie, elle a été aménagée, voilà. Et puis un autre volet très important pour moi, c'était la question des émotions et des sensations. Comment est-ce qu'ils et elles ont vécu ces moments à distance ? Alors je faisais bien sûr l'hypothèse d'une certaine fatigue et d'une frustration générale,
mais j'avais envie de creuser un petit peu plus en profondeur cette hypothèse-là. Et effectivement, les réponses que j'ai obtenues sont beaucoup plus variées que ce que j'escomptais. Et ce n'est pas seulement dans le registre du désagrément ou de la contrainte, il y a aussi eu de bons moments malgré tout dans les cours à distance. Et je pense que Gaëlle et Catherine en feront part aussi dans leurs expériences personnelles. Donc voilà pour ce point de départ, où une situation d'enseignement devient un objet de recherche, ce qui était pour moi inédit. Alors quelques mots du contexte tout de même. J'enseigne donc, comme je disais, à Grenoble, dans une UFR qui s'appelle Arts et Sciences Humaines, dans laquelle donc, nous avons, je parle au nom des collègues, plutôt une bonne connaissance des étudiants et des étudiantes avant le passage à distance. Nous avons des promotions à taille humaine qui sont par exemple en licence d'histoire autour de 200 étudiants en L1. Moi, je m'occupe d'une licence pluridisciplinaire où ils sont à peu près 120, 130 en L1. Ça reste des gros effectifs, mais des effectifs qui nous permettent malgré tout de connaître nos étudiants et puis de connaître, de saisir aussi leur parcours et leur évolution du début à la fin de leur formation. Et puis, il faut le préciser quand même, ce sont des étudiants et étudiantes qui, pour la plupart d'entre eux, avaient un assez bon contexte matériel. D'une part parce que l'université de Grenoble a fait l'effort d'acheter une licence Zoom, donc qui était disponible pour toutes et tous, collègues et étudiants et étudiantes, ce qui n'est pas le cas dans toutes les universités. Donc ça nous a permis quand même un confort relativement grand. Là, je parle pour l'année universitaire 2020-2021. Et puis nous avions quand même assez peu d'étudiants en extrême difficulté sociale et matérielle. Évidemment, il y en a quelques-uns, mais la plupart ont malgré tout réussi à suivre leurs cours dans de bonnes conditions. Voilà, donc je préfère le préciser parce que ça explique aussi une partie des remarques que je vais pouvoir faire par la suite. Et puis un autre élément de contexte que j'aurais pu rajouter aussi, mais que je vous livre à l'oral, c'est une UFR qui a aussi fait le choix de réouvrir très rapidement la bibliothèque de section, donc qui a aussi permis des moments de rencontre plus ou moins improvisés ou informels, mais voilà, des moments de retrouvailles en tout cas entre étudiants ou avec les enseignants, donc ce qui a aussi permis de garder un peu de lien. Alors, quel bilan des cours à distance à l'université c'est une restitution ici des résultats de l'enquête que je vous livre, avec trois volets que je voudrais mettre en avant. D'abord, d'un point de vue spatial et microgéographique, le questionnaire fait bien sûr apparaître des lieux de travail profondément modifiés. L'investissement inédit de l'espace domestique ou des espaces domestiques, avec dans le cas des étudiants à peu près 80% qui déclarent travailler de leur chambre. Donc là, on a la collusion entre un espace de l'intime et un espace de travail. Et puis, pour 65% d'entre eux qui disent travailler au moins régulièrement depuis leur lit. Voire, et j'avais poussé le questionnaire un petit peu loin, en position allongée. Donc voilà, donc là, on est loin, évidemment, de la matérialité et des spatialités classiques de la salle de cours où on est assis face à sa chaise, voilà. Donc tout de suite, ça décale complètement le moment de cours. Et là, s'instaure aussi une espèce de dissymétrie entre étudiants et enseignants parce que parmi les collègues que j'ai interrogés, alors certains m'ont avoué qu'ils avaient travaillé aussi parfois de leur lit, voire donné cours de leur lit, mais ça restait extrêmement minoritaire. Hein. C'est entre 1 et 2% de la masse totale. Donc voilà, c'était très... Là, effectivement, en termes de spatialité et de dispositifs matériels, ça a vraiment varié. Les bibliothèques, je vous en disais quelques mots à l'instant, ont vraiment fonctionné comme des lieux d'abri en fait, pour les étudiants, des lieux de ressources où ils ont pu revenir sur le campus, refaire un peu corps et esprit de promotion. Donc voilà un petit peu pour ces remarques. Je passe rapidement parce que je ne veux pas déborder le temps, mais vous n'hésitez pas bien sûr à me poser des questions par la suite. Du côté dans le temps même des enseignements, ce qui nous a évidemment toutes et toutes frappé, c'est le fait de faire cours à des écrans noirs. Ça a été extrêmement difficile à vivre pour la plupart des collègues. Et là aussi, on retrouve une dissymétrie très nette entre enseignants et étudiants, parce qu'on a une invisibilité ou une invisibilisation totale des étudiants et étudiantes, ou quasi complète. Ce sont à peu près, là aussi, 80% des étudiants qui, en répondant à l'enquête, déclaraient ne jamais allumer leur caméra. L'allumer pour des temps bien particuliers, notamment des TD ou des moments de travail en petits groupes, où là, la visibilisation est de nouveau est plus facile en fait à assumer.
Et en fait, la raison principale avancée à ce masquage de soi, c'est le fait de ne pas vouloir faire pénétrer l'autre et les autres dans leur espace intime. Et ça, c'est vraiment cette collusion-là entre espace intime et espace de travail n'était pas du tout tolérée, donc ça s'est traduit par ce recours à l'écran noir. Et de l'autre côté, on a au contraire une surexposition, une visibilisation maintenue en fait des corps enseignants, qui est une chose finalement classique, qui apparaissait comme un semblant de normalité, puisque nous sommes habitués en tant qu'enseignants et enseignantes à être sur la scène, à apparaître. Mais là, malgré tout, cette nouvelle configuration qui fait que le public avait globalement disparu. Et puis ce qui ressort aussi de ce questionnaire, c'est que alors pardon, j'ai fait un beau lapsus, ce ne sont pas les cours, mais bien sûr les corps qui ont été soumis à des sensations et des émotions contradictoires, mais peut-être que nos cours aussi finalement, puisque ressort quand même dans les réponses une recrudescence de mots à la fois physiques et psychologiques, donc une très très grande fatigue visuelle aussi, beaucoup de maux de tête qui apparaissent, et ça c'est en l'occurrence très partagé par le corps enseignant et le corps étudiant. On retrouve moins cette dissymétrie présente. Même si quelques avantages sont apparus au fait de travailler depuis chez soi, comme la diminution des trajets, le fait de ne pas porter des cartables pleins de copies, de livres, d'ordinateurs, etc. Donc ça soulage un petit peu la colonne vertébrale. Et puis ce qui apparaît aussi, ce sont des émotions sinusoïdales, donc de grands extrêmes, en fait une grande amplitude d'émotions, allant de la fatigue et du désarroi le plus total à, au contraire, des moments de joie exacerbés quand ceux-ci apparaissaient, parce que dans la morosité ambiante, la moindre étincelle en fait, de bonheur prenait des proportions inimaginables. Et c'est ce que beaucoup d'enseignants en fait, ont transcrit lorsqu'ils disaient leur joie de croiser par exemple par hasard un étudiant ou une étudiante dans la rue, quand ils allaient faire leurs courses ou à la bibliothèque, etc. Et on était tout de suite transportés de bonheur. Je dis nous parce que je me reconnais tout à fait dans ce schéma-là. Alors quel bilan aussi du côté des cours, ce que mettent en évidence les résultats, c'est que ce sont de nouvelles formes de liens qui se sont tissées entre enseignants et étudiants. De nouvelles formes de liens, en fait pas une baisse de la quantité de ces liens, c'est plutôt un changement de la qualité ou de la nature des liens même qui est apparu. Et paradoxalement, ce sont en fait des liens très forts qui se sont noués entre enseignants et étudiants, et entre étudiants eux-mêmes quand l'esprit de promo a pu exister, ce qui a globalement été le cas dans notre EFR. Et moi, ça m'a un peu surprise en fait en termes de résultats. Je m'attendais à ce que du côté étudiant comme enseignant, chacun insiste en fait sur la perte de lien d'un point de vue quantitatif, qui est vraiment une disparition, beaucoup moins de contacts, d'échanges à la fois dans le cours et à l'extérieur des cours. Et en fait, c'est pas du tout que ça qui ressort, c'est globalement identique, même si les modalités ont été transposées. C'est moins été, par exemple, des prises de parole à l'oral pour les étudiants, mais plutôt une utilisation du chat ou de la messagerie instantanée lors des moments de cours. Mais globalement, ce n'est pas une perte de quantité, mais plutôt une transformation de la nature de ces liens. Avec, comme je disais, et ça rejoint la remarque que je faisais sur les émotions un peu extrêmes, des liens très forts qui ont pu se nouer entre certains étudiants et les enseignants, notamment dans le suivi des cas un petit peu plus délicats. Où là, on a eu recours de nouveau au téléphone, par exemple, chose que moi je ne faisais quasiment plus, d'appeler les étudiants par téléphone. Or, le besoin s'est fait sentir, au contraire, de réentendre des voix, de réincarner en fait des présences étudiantes. Une approche, une entrée par le genre, pour aller encore un petit peu plus loin, fait apparaître quand même que les enseignantes semblent plus investies, ou du moins plus touchées, et plus malmenée par la distance. Ce sont quand même elles, alors il y a peut-être un biais dans le questionnaire et dans les réponses que j'ai obtenues, parce que ce sont beaucoup d'enseignantes chargées de formation qui ont répondu, donc il y a peut-être aussi cette position un peu particulière et ce lien de prendre soin déjà un petit peu des promotions qui apparaissaient, mais c'est quand même assez frappant que ce soit plutôt les femmes qui aient pris en charge cette qualité de lien particulière. Et puis ce qui transparaît aussi, c'est que ce qui nous a manqué, ce sont des incarnations. En fait, et du côté étudiant et du côté enseignant, ce que chacun a pu dire, c'est que ce qui manque, c'est un regard, une voix, un sourire, une blague dans une salle de cours,
Voilà, se croiser dans les couloirs, aller boire un café, etc. Donc des micro-moments, des micro-sociabilités et des échanges qui sont en fait profondément corporels, donc qui nous redisent que la relation enseignante, elle n'est pas seulement de nature purement intellectuelle, ça on s'en doutait, mais c'est venu nous le rappeler encore plus nettement. Et puis en termes d'aménagement pédagogique, alors de mon côté, je vous livre un petit peu ce que j'ai pu faire, et puis ce que les collègues ont pu mettre en place aussi, ce sont d'abord des temporalités retravaillées, un travail beaucoup sur le rythme du cours, et sur d'abord l'entrée dans le cours. Donc une entrée dans le cours qu'il a fallu ritualiser de nouveau. Alors certains collègues ont refait l'appel, même s'il n'y avait pas d'assiduité contrôlée. Certains, et j'en fais partie, ont passé de la musique en début de cours pour voilà, se mettre dedans, et puis une façon aussi de passer un agréable moment. On a fait davantage de pauses aussi dans les cours. Moi, j'ai réduit les temps de cours parce que j'étais moi-même moins concentrée. C'était difficile d'être aussi concentrée pendant 2 heures en présence qu'à distance. Donc voilà, un séquençage peut-être un peu plus important, des articulations entre travail en CM et travail en TD. Et puis favoriser aussi les collectifs de travail, ça c'était un autre levier assez fréquemment utilisé pour les étudiants et puis pour les enseignants. Ça a aussi été une manière en fait parce que le dispositif du logiciel Zoom permettait cela, de créer des sous-groupes et des sous-classes, et ça a été une vraie manière en fait de circuler, de recirculer entre les étudiants et étudiantes, entre les groupes, de revoir apparaître des visages à cette occasion-là, donc de renouer des liens plus facilement. Quelle perspective pour l'après? Je m'arrêterai là et je passerai la parole ensuite à Catherine. Alors certes, cette expérience, elle a été douloureuse et difficile, et je suis ravie que cette rentrée se fasse enfin en présence, même avec les masques, et je n'ai pas envie de revivre cette situation, loin de là. Mais j'ai quand même l'impression qu'elle nous a dessiné quelques horizons d'enseignement, quelques possibles, quelques envies, voilà, qui se sont peut-être rappelées à nous, qu'elle a fonctionné aussi cette situation comme un peu un signal d'alarme, en nous disant que ce qui comptait, c'était quand même avant tout cette qualité de la relation qu'on a avec nos étudiants. Et pour un certain nombre de dispositifs, j'imagine que le retour en arrière ne sera pas possible, notamment dans ce travail sur le séquençage, sur le prendre soin aussi, sur le fait de ménager les corps et les esprits dans l'espace-temps du cours. Et c'est un peu... en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire à mon échelle et très modestement, mais en tout cas, se mettre au service des exigences académiques sans oublier le fait que nos étudiants et nos étudiantes, et nous-mêmes d'ailleurs, nous sommes des corps traversés d'émotions, de sensations, que nous ne sommes pas des robots qui pouvons dispenser à la demande ces cours. Voilà. Donc ce qui m'invite et nous invite, je pense, à reconsidérer notre posture enseignante au regard de ce rappel que nous sommes des corps engagés dans ces expériences d'enseignement. Voilà, j'avais quelques indications biblio, mais je peux vous en faire part plus tard. Et sans tarder, je passe la parole à Catherine. Oui, j'ai besoin de la présentation que j'avais envoyée. Alors, je vais profiter du temps que ça s'affiche. Donc, je n'ai pas assisté à la présentation qui a été faite de moi-même et de mon travail, mais... Voilà, très bien. Donc, en tant qu'enseignante en classe préparatoire, je me suis retrouvée et confrontée à la même situation que Laura, que Gaëlle, que bien d'autres enseignants. Et en Hippocagne, j'ai 4 heures par semaine dans mon emploi du temps avec les étudiants. D'habitude, 2 heures de cours plutôt magistraux et 2 heures de cours, je dirais, de TD, de cartographie. Et je me suis retrouvée confrontée à la difficulté de faire de la cartographie sans carte, parce qu'il se trouve que au moment où Emmanuel Macron a annoncé le confinement, j'étais en colloque à Bordeaux. Et j'ai appris la nouvelle, donc je n'étais pas avec mes étudiants. Et quand je suis revenue, la prépa avait été fermée. Et donc les élèves n'avaient pas pu partir avec des tirages, des cartes sur lesquelles pouvoir travailler. Et je me voyais mal faire de la carto sur écran, surtout pour des élèves qui débutent le commentaire de carte topographique.
Donc j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire pendant ces 2 heures et j'ai fait le choix de demander à mes étudiants de tenir un journal de cette période inédite en leur donnant très peu de consignes, vraiment en ouvrant énormément, en disant simplement on va garder trace de ce moment-là et on va réfléchir sur les aménagements que l'on réalise dans son cadre quotidien pour continuer sa scolarité. Et donc, un des étudiants dans l'un des carnets, qui était sous forme de sketchnoting, avait réalisé cette en-tête, l'hippocane confiné, donc le carnet et le verrou. Et j'ai trouvé intéressant, alors je l'ai scanné pour le mettre en présentation. Donc, je vais revenir sur cette expérimentation pédagogique et je vais me demander comment cette injonction au récit que j'ai imposée, parce que alors j'ai su après que les devoirs que j'avais donnés de tenir un journal, et ça a fait l'objet de discussions dont bien sûr je n'étais pas, j'étais pas spectatrice, sur un groupe WhatsApp, comme quoi j'étais gonflée de demander ça, c'était la vie privée, et il y en avait une petite poignée qui avait décidé de ne pas le faire. Et il y a une étudiante qui m'avait écrit pour me dire qu'elle était fragile psychologiquement, et donc elle ne voulait pas faire cela. Et j'ai vraiment insisté en disant, mais ça va être une espèce de thérapie de groupe qu'on va mener ensemble. Et donc comment cette injonction au récit imposée, finalement, leur a permis, pour des étudiants d'une classe préparatoire qui est censée faire corps, ça doit être un moment dans sa scolarité, dans ses études un peu particuliers, on fait promo, eh bien ça leur a permis de se révéler aux autres, de réfléchir sur leur quotidien et leur état d'esprit. Alors, en parallèle de cette tenue des carnets de confinement, j'ai fait tourner une petite base de données qui était un questionnaire qui devait ressembler au tien, uniquement sur la classe, pour savoir où ils étaient confinés, dans quelles conditions. Donc, j'ai posé des questions, je ne sais plus combien, mais donc ils ont répondu. Alors, ils avaient le droit de répondre de façon anonyme, parce que l'idée, c'était qu'ils allaient travailler cette base de données. Et certains, par exemple, ne voulaient pas qu'on sache qu'ils étaient confinés dans des conditions matérielles difficiles. Donc, ça restait anonyme. Et je vous présente là quelques traductions, quelques traitements de la base de données par des élèves. Donc, ici, c'est Hélène qui a fait le choix de réaliser donc 2 cartes. La carte avant confinement, donc là où se trouvent les étudiants. Et il y a à la fois le lieu, mais il y a aussi le type de logement. Vous avez en bas dans la légende le type d'hébergement. Et puis, après le confinement, donc on voit le recrutement de cette prépa littéraire lyonnaise qui est sur l'ensemble de la France. Et donc des élèves qui sont retournés dans leur famille, que ce soit en région parisienne, en Bretagne, dans le Limousin. Et on voit le changement de statut du logement, sachant qu'il y en a un qui a fait le choix de rester dans son studio, qui n'a pas voulu se déplacer et retourner chez ses parents, qui pourtant habitent dans le périurbain lyonnais. Un autre traitement de la base de données, donc j'ai légendé parce que malheureusement j'ai recontacté l'étudiante pour avoir l'original, mais c'est enfoui dans des couches géologiques de son bureau, mais elle ne l'a pas retrouvé. Et elle a donc proposé cette illustration, le monde fermé, avec donc un traitement statistique qui est allié à un effort graphique de dessin, d'aquarelle, où elle montre comment les hippocagneux sont confinés, dans quel type de logement. Alors, on constate qu'il y a énormément d'étudiants qui sont confinés dans des maisons particulières avec jardin, parce que cette prépa privée, eh bien, elle recrute plutôt des élèves issus de familles assez privilégiées, même s'il y a des boursiers. Et
C'est donc avec des maisons qui peuvent avoir jusqu'à 10 pièces, mais aussi la famille qui va avec. Donc elle s'étonne qu'il puisse avoir jusqu'à 6 frères et sœurs, et dans les faits, c'est allé bien plus. Pour certains, c'était au-delà. Un autre qui a décidé de traiter la base de données, pas du tout avec des statistiques, mais avec des idées comme ça, de sketchnoting, parce que j'avais fait une séance de découverte du sketchnoting en classe, et qui montrait que lui était dans le premier cas. Il était rentré avec ses valises et ses sacs à la maison, et il avait retrouvé ses parents, une petite famille nucléaire, et puis que d'autres se retrouvaient dans des familles nucléaires également, mais avec énormément d'enfants, des enfants en bas âge, un espace certes qui paraît comme ça grand, mais qui ne l'était pas, parce que c'était très compliqué d'aménager ces espaces-là. Alors, cette injonction au récit, elle a été reçue, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais différemment par les étudiants. Et là, j'ai donc fait un traitement statistique des carnets que j'ai reçus. Il y a eu en tout 8 carnets qui ont été rédigés. Alors, au début, c'était chaque semaine. Et puis, après, il y a eu les vacances, il y a eu le carnet de déconfinement, pré-déconfinement, l'ultime carnet. Et ce que l'on voit déjà, c'est que sur la fin, j'ai plus de mal à récupérer les productions. J'en ai moins, parce qu'il y a une lassitude qui apparaît. Et ce que on voit également, si vous arrivez à lire la légende, vous voyez qu'au début, donc, il y a vraiment un respect de la consigne. La prof, elle a dit, on faisait un journal de bord. Alors, pour certains, c'est tel jour, j'ai fait ça, telle heure. C'est vraiment presque un rapport désincarné. Et globalement, le premier carnet, il a un peu cette forme-là, même si certains commencent à réfléchir sur cette drôle de période dans laquelle nous sommes. Et puis très rapidement, on a une étudiante qui, elle, va décider qu'elle n'a pas envie d'écrire, elle a envie de parler, donc elle va enregistrer un fichier son. Et ça va... alors, parallèlement, j'ai oublié de vous dire, moi aussi, j'ai joué le jeu. C'est-à-dire que ces carnets, ils étaient partagés sur la... Alors, nous, c'était pas Zoom, c'était Teams. Ils étaient donc mis en commun. Tout le monde pouvait les lire. Et moi-même, j'ai rédigé autant de carnets que les étudiants. Et j'ai également essayé de faire preuve d'innovation dans la forme de mon carnet. Le mien, le premier, était très classique. Et puis, je me suis essayée à d'autres formes. Donc, elle est la première à tenter une autre forme. Et puis, très vite, on voit qu'il y en a plein qui vont avoir envie de faire des choses différentes. Alors, ça ne reste pas la majorité, comme vous le voyez dans les diagrammes en barre. Mais l'idée, c'est un peu de surprendre. Certains, il y en a même un qui dit moi, je me l'avoue, j'essayais de satisfaire mon public. Donc, ça a donné, par exemple, ce carnet-là d'Antoine, qui a décidé de réécrire la chanson de Jodassin aux Champs-Élysées, mais sur la thématique du confinement. Et alors, il n'a pas mégoté sur le nombre de couplets. Donc, vous avez le refrain dans le côté. Donc, si vous commencez à vous la chanter dans la tête, je vous assure, vous aurez dans la tête toute la journée. Donc lui, il a essayé, voilà ce qu'il a proposé, ça c'est le carnet 4. Vous avez aussi une étudiante qui a fait du sketchnoting, donc pour présenter sa semaine, là avec l'idée que le temps se déroule un peu de manière un peu cyclique, sans cacher qu'il y a des disputes avec une de ses sœurs, sans cacher les bons moments. On fait des crêpes, on va faire un pique-nique parce qu'elle a la chance d'habiter dans une résidence où il y a un grand parc autour. Donc ça fait partie des espaces que les habitants peuvent s'approprier sans avoir à témoigner de « je suis sortie à telle heure » et ainsi de suite. Vous en avez aussi qui vont faire des photos. Alors, cette jeune, elle est confinée en Isère et elle présente les paysages autour d'elle. Elle raconte ses promenades en forêt. Elle fait énormément de photos comme ça. Et des fois, plus ça va, plus le carnet est fait uniquement de photos. Vous en avez une qui doit consulter un spécialiste dans le cœur de Lyon et donc qui quitte
son refuge périurbain, et qui s'étonne de voir la presqu'île désertée. Mais elle fait des photos, mais elle dit qu'elle est dans le rétroviseur. Donc elle est quand même présente dans l'image. Et puis, vous avez une étudiante qui, elle, va réaliser le plan de sa maison. Alors, je vous ai mis que la légende. Et c'est intéressant parce que, donc, au-delà des différentes pièces, elle travaille sur les activités. Les activités qui sont anciennement pratiquées à l'extérieur, que ce soit le travail, le sport, qui devaient pratiquer à l'extérieur, et qui vont devoir prendre place dans le domicile. De la même manière, de nouvelles activités qui apparaissent, les atouts et les contraintes du logement, le fait qu'il y ait des pièces où il n'y ait pas de Wi-Fi, ça passe très mal, le signal, qu'il y ait des moustiques. Elle décortique tous les éléments de la maison. Donc là, c'est dans le carnet 5. Une autre qui a une approche vraiment très très micro-géographique, puisque elle va prendre des photos, mais de matériaux de la maison où vit sa mère en Bretagne. Et ça va passer par les sols. Vous voyez elle zoome. Et puis, c'est elle qui a fait le montage, hein, c'est pas moi. Vous avez aussi les roses qui éclorent. Alors, il y a tout un discours qui accompagne ces photos. Et puis, un des derniers carnets, c'est l'ultime carnet, un garçon qui s'est vraiment approprié le dispositif tout au long. Alors, il a fait des vidéos, il a vraiment été très très imaginatif, et il termine la série par la spéciale Lego House, où donc les Gélandais également, finalement à 19 ans, il retourne vers ses jouets, ses Lego qui doivent être encore dans sa chambre, je suppose, et il fait une mise en scène pour évoquer le déconfinement. Avec la tenue de Dark Vador qui est parfaite pour sortir en toute sécurité. Enfin, et vous avez comme ça des clins d'œil à la situation où on retrouve toujours, c'est toujours la maison qui est au centre de tout ça. Alors, une fois que j'ai retrouvé mes étudiants, parce que on a eu la chance en classe prépa, qu'on a pu, au début juin, retrouver nos élèves dans les locaux du lycée pour les prépas, en classe entière, dans des salles de spectacle, un théâtre, des grands espaces pour respecter les distances, des salles de devoirs, par exemple. Et j'ai profité de ce moment où on s'est retrouvés pour leur poser des questions, mais très peu, 3 questions, non 2. Qu'est-ce qu'ils avaient retenu de cette expérience? Est-ce que ça leur avait plu ou pas? Et qu'est-ce que j'en ai retiré? C'est que beaucoup ont apprécié d'avoir fait ce devoir de confinement parce que ça leur permettait de garder la trace de ce qu'ils avaient vécu. Alors je vous ai mis des extraits de ces réponses. Il y a vraiment l'idée qu'on a vécu un moment historique et il faut s'en souvenir, enfin faire acte d'histoire. Il y avait l'idée de c'est mon journal de bord, c'est mon carnet intime, je sais que les autres vont le lire, mais bon, tant pis, je raconte ma vie. Et je crois que c'est Léonie qui parle de confidents à qui on va pouvoir dire des choses, sachant qu'on sera lu. D'autres, ça peut être les mêmes, mais ont mis en avant que ce dispositif qui leur avait été imposé, cette injonction, leur a permis de sortir du quotidien et de se révéler. Vous avez Léo qui dit que c'était une dynamique à part, parce que je leur avais dit, vous ne faites pas ça toute la semaine, vous faites ça juste sur les heures du jeudi, où vous auriez dû avoir cours avec moi. Et il dit que c'est vraiment un moment à part. On y pense avant parce qu'on aimerait bien faire quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire, mais ça change des visioconférences et du travail scolaire.
Pour certains, comme Bertille, ça lui permettait d'avoir un regard sur son quotidien dans une famille nombreuse, très nombreuse. Elle fait partie de celles qui ne voulaient pas participer et qui finalement y a trouvé énormément d'intérêt parce qu'elle a pu réfléchir sur ce quotidien difficile dans une famille nombreuse, même si savait qu'il y avait le regard des autres, parce qu'elle a un peu l'impression d'être un peu différente, même si elle n'est pas la seule dans cette configuration. Et puis, Antonin, lui, il s'est complètement approprié le dispositif, sachant, alors je crois qu'il le dit dans cet extrait, qu'il se dévoilait au maximum, et c'est justement le fait qu'il se dévoile qui a surpris les autres et que finalement tout le monde lisait son carnet dès qu'il le postait. Ça permet aussi de garder un lien avec les autres. C'est l'autre idée qui en ressort. Même si, par exemple, Diane, au début, elle me disait « Oh, c'est formidable cette idée que vous avez eue », et elle a été parmi celles qui ont été ensuite la plus rétive, parce que ça devenait trop monotone, elle n'a pas réussi à s'en émanciper. Et Aurélien, lui, évoque l'idée que, comme ça, il peut avoir des nouvelles des autres, d'ailleurs, comme Josietta. Sans ça, je n'aurais pas eu de nouvelles de certaines personnes de la classe. Voilà pour la partie concernant cette expérimentation. Je vais passer la parole à Gaëlle, qui a fait autrement, dans un autre contexte. Merci. Il faudra que je puisse récupérer le partage d'écran. Normalement, tu dois les... Je ne l'ai plus. Alors, est-ce que le régisseur... Alors, j'ai arrêté le partage d'écran de mon côté. Je pense que tu dois pouvoir le... Non, il faudrait essayer de me redonner les droits. Ah, voilà, c'est bon. C'est bon, là. Là, on voit ton bureau qui a... Donc, je pense que vous voyez. Ouais, super. Voilà. Donc, moi, je vais vous présenter le fruit de 2 ans d'enseignement avec les étudiants de master de géographie de Sorbonne Université. Donc, en tant qu'anthropologue, j'ai été recrutée il y a 5 ans à l'UFR de géographie. Et il y a 2 ans, j'ai eu l'occasion d'ouvrir un cours intitulé L'espace du corps en M1. Et les étudiants qui s'inscrivent à ce cours sont issus de parcours de géographie culturelle, de mondialisation et aussi un parcours sur les problématiques environnementales. Ce cours accueille en plus des étudiants du master de sociologie et informatique. Donc malgré l'hétérogénéité des parcours en fait, où les étudiants sont inscrits, le groupe partage un intérêt pour la dimension sociale et culturelle de l'espace et en particulier pour l'espace du corps. Certains des étudiants qui participent à ce cours, donc ceux de géographie culturelle, suivent avec moi un cours en M2 sur l'écriture audiovisuelle. Donc j'ai 2 années de suite une partie de la promotion. Et dans le cadre de ce cours d'écriture audiovisuelle, donc les étudiants qui ont aussi suivi mon cours sur le corps ont produit un film sur la conformation des corps qui s'appelle Les règles du jeu et
transporter donc plusieurs moments. Je vais d'abord vous présenter le contexte et le contenu du cours, puis je vais un peu décrire la démarche que j'ai adoptée, et enfin les retours anonymes que j'ai obtenus sur les cours concernant le corps. Donc enseigner le corps à des géographes, c'est un petit peu nouveau, puisque c'est un thème assez récent en géographie. Et pour ma part, étant anthropologue, je travaille sur les questions de technique du corps depuis à peu près 25 ans. Et donc, je commence mon cours en abordant cette notion tirée d'un petit texte de 36 pages qui s'appelle Notion technique du corps, écrit par Marcel Mauss en 1936. Donc, on développe cette notion de technique du corps, la question du dressage au régime de normativité associé à ces techniques, qui permettent d'inscrire les individus dans des groupes d'appartenance en termes de culture, de genre, de classe, etc. Ce qui nous permet d'aborder ensuite la question d'habitus, habitus de classe, de genre, de culture, mais aussi la question de la distinction entraînée par une adoption différentielle et différenciée de certaines techniques du corps. Ça nous permet ensuite d'aborder la question de la domination masculine telle que la voit Bourdieu, mais aussi l'approche que Françoise Héritier en a dans sa notion de valence différentielle des sexes comme principe d'organisation fondamentale des groupes sociaux. Donc on arrive sur les questions de sexualisation des corps, mais aussi de sexualité, et on peut de la sorte souligner comment les rites de passage au cours du cycle de vie vont finalement se focaliser sur la période de fertilité des corps. Donc, bien sûr, dans une approche géographique, ça nous amène à une analyse intersectionnelle de l'approche différentielle du rapport à l'espace et du rapport au corps. Ça nous permet d'aborder les régimes de normativité, les questions d'assignation, et de mettre ça en rapport avec l'actualité scientifique telle qu'elle a pu récemment être développée. Par ailleurs, l'une des questions qui se posait dans cet apprentissage, puisque j'ai eu l'occasion de faire ce cours aussi en ethnologie, la question qui se pose souvent de la réification du corps, et donc il s'agissait pour moi de trouver des manières de pouvoir aborder le corps en dehors de ces questions théoriques, mais aussi d'une manière pratique, de manière à ce que les étudiants puissent prendre compte subjectivement de la présence de leur corps dans l'espace. Et donc, les cours commençaient par une remise en cause de l'organisation de la salle et un réaménagement en fonction de consignes liées aux exercices que nous allions développer. Donc, on commençait par déstructurer l'organisation classique de la classe, de manière aussi à déconstruire la relation hiérarchisée de la transmission du savoir académique. Il y avait une deuxième consigne qui n'était pas obligatoire mais qui était suggérée, qui était que les prises de parole devaient s'effectuer plutôt debout. Donc si les étudiants avaient des choses à dire, il était question qu'ils se lèvent et qu'ils commencent à mettre la parole encore. Alors tous les étudiants n'ont pas joué ce jeu-là, mais la plupart ont suivi ces consignes. Et donc, après nos séances théoriques, nous avons des séances de mise en corps à partir d'exercices qui permettaient donc d'aborder la question des stéréotypes via des exercices corporels inspirés du théâtre forum, c'est-à-dire donc, que les étudiants se regroupaient à 4 ou 5, construisaient une scénette, ensuite il y avait la présentation des scénettes, et enfin une discussion collective à partir des scénettes sur les différents thèmes. Donc l'exercice La Parisienne a mis en évidence les questions de racisme province-capitale, mais aussi l'intérêt d'une approche intersectionnelle. Sur les dominations genrées, les étudiants ont réalisé que ces dominations étaient très présentes dans l'espace privé, où elles étaient peut-être plus visibles que dans l'espace public, mais que l'espace public participait à la construction de ces dominations, et notamment la discussion débouchait sur différentes formes de discrimination, comme l'agisme,
grossophobie, le handicap, le racisme, etc. Ensuite, nos ancêtres les Gaulois ont permis de révéler la construction historique en fait des conformations corporelles et le poids des stéréotypes aussi dans ces constructions historiques par rapport aux avancées scientifiques. Donc l'un des derniers exercices, pas de ça chez nous, ont mis en évidence les questions d'exclusion et ça a fait écho notamment au printemps 2020 à la question des réunions exclusives ou excluantes ou spécialisées sur certaines formes de discrimination. Donc au fur et à mesure du semestre, les étudiants ont appris à travailler ensemble. Ça a été un peu difficile la deuxième année puisqu'on a été confinés et on a commencé l'année en demi-groupe. Et donc, ça a été un peu plus difficile pour les étudiants de la deuxième année. Mais effectivement, tout le monde s'est prêté au jeu de ces scénettes et je vous montre là les résultats de l'évaluation en fait, des étudiants de la deuxième année, donc, qui, eux, ont travaillé en situation de confinement. Alors, pour ce cours, les modalités d'évaluation comportaient donc des exercices théoriques sous forme QCM par rapport à l'aspect théorique. Et pour l'aspect pratique, je leur ai demandé de faire un exposé sans mots, c'est-à-dire une performance. Alors, ça les a bien surpris au début. J'ai même une étudiante japonaise qui a compris que c'était un exposé sans mots, sans CENT. Quand elle a compris que c'était sans SANS, ça lui a fait bizarre. Mais bon, tout le monde a joué le jeu et les étudiants et étudiantes avaient le choix de faire soit plusieurs petits exposés sans mots, soit un exposé en grand groupe, c'est-à-dire une trentaine de personnes, ce qui était un vrai challenge. Et les 2 années, les 2 promotions ont décidé de faire une seule performance en grand groupe. Donc là, vous voyez la performance du groupe de l'année dernière en période de confinement. Voici quelques verbatims des retours anonymes donc via un questionnaire en ligne. Donc la plupart relèvent l'intérêt de ces exercices et de l'alternance parce qu'aussi la construction du master fait que pour ce cours dure 4 heures, donc c'était aussi l'intérêt d'avoir ces exercices inspirés du théâtre forum. Certains ont été mis mal à l'aise par le fait de devoir se lever, etc. Mais néanmoins, et surtout ceux qui ont travaillé en période de confinement, ont mis en avant l'intérêt d'avoir à diversifier les tâches à accomplir dans le cadre de l'évaluation, c'est-à-dire de ne pas avoir que des dossiers à rendre, mais aussi de travailler sur une autre forme d'évaluation. Alors ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'évaluation, elle se fait en auto-évaluation, c'est-à-dire que les étudiants du groupe sur le corps évaluent les films que les étudiants de M2 font en écriture audiovisuelle et les étudiants de M2 évaluent la prestation, la performance des étudiants de M1 dans le cadre du cours Espace du corps. Et les enseignants de ce parcours du master qui s'appelle Culture politique et patrimoine sont aussi invités à participer à l'évaluation collective de ces produits, de ces réalisations. Les étudiants ont aussi mis en évidence le fait que la performance les a obligés à sortir de leur zone de confort, ce qui les a poussés à une certaine créativité, à un dépassement de leurs limites et qui a été pour la plupart source de plaisir et d'un apprentissage collectif qui a été pour la plupart mis en évidence comme formateur et pas seulement dans un cadre académique, mais aussi formateur dans un cadre plus large d'une expérience subjective qui pourrait servir à l'avenir de manière plus professionnelle. Donc, le premier groupe qui n'a pas travaillé en période de confinement n'a pas finalement fait une performance sans mots, mais ils m'ont rendu le making-of pour fin décembre, ils m'ont rendu le making-of de leur travail qui n'était pas fini.
Et donc, ils m'ont rendu un film d'une dizaine de minutes qui est très, très bavard, contrairement à la demande qui était faite, mais qui s'appelle Le silence des mots. Mais le groupe a réalisé sa prestation finalement en dehors de toute évaluation lors des journées d'études des masters sur le genre qu'on organise autour de la journée pour les droits des femmes le 8 mars. Donc ils ont réalisé cette performance au mois de mars, au printemps, lors de la clôture de cette journée transdisciplinaire des masters sur le genre, donc face à un public d'autres masters et totalement différent de celui face auquel ils auraient dû réaliser cette performance, mais ils sont allés jusqu'au bout de l'exercice de manière volontaire et individuelle. Le deuxième groupe, en revanche, a travaillé pendant le confinement et a rendu un film d'une quinzaine de minutes qui correspondait tout à fait aux consignes. Donc, l'année suivante, les étudiants qui avaient fait ce cours Espace du corps ont fait l'atelier écriture audiovisuelle dans lequel ils devaient faire 3 films, petits films de 10 minutes. Et le dernier film était un exercice libre. Et dans ce cadre, ils ont réalisé un petit film sur les questions de la pilosité dont je vais vous présenter maintenant un petit extrait. Voilà, donc on peut passer le film. Et je vais arrêter mon partage d'écran. C'est toi qui le lance, Gaël? Non, c'est vous. Le cinéma, non. Je peux le lancer si vous voulez, mais j'ai peur qu'il y ait des problèmes de son. D'accord. Je vais essayer. Gaëlle, apparemment, il faut que tu mettes ton micro à côté de ton enceinte. On n'entend rien. Attends, j'ai pas entendu. Il faut que tu mettes ton micro. Non, je pense qu'il faut que tu mettes ton micro Faut que je mette mon micro. proche de ton enceinte pour on ait la sortie son. Ouais, c'est ça le truc. Voilà les aléas de distance et le plaisir de la technique.
Oui, je pense que vous m'avez entendu, mais on me dit de parler dans le micro, donc je vais parler dans le micro. Donc comme je disais, si vous avez des questions, des commentaires, des remarques, vous aussi des expériences dont vous souhaitez nous faire part, on a une petite quinzaine de minutes. Oui. On te relaiera peut-être, Gaëlle, je ne sais pas si tu vas entendre les questions. Bah, parle fort. Du coup, c'était juste pour savoir les apports de... Oui, les apports de ces expériences, c'est une expérience extraordinaire qu'on espère tous ne pas se reproduire. Est-ce que vous pensez que ça va changer quelque chose après? Est-ce que vous allez reproposer des propositions pédagogiques à partir de cette expérimentation, ou c'est un peu un coup dans l'eau, un one-shot qui aura un intérêt de réflexion sur cette période, mais qui serait difficile à intégrer dans un enseignement classique, comme mine de rien on aspire à retrouver. Gaëlle, t'as entendu la question? Non? Bon, on va pas y arriver. Hein. C'est une collègue qui nous demandait ce qu'on espérait pouvoir faire de ce qu'on a vécu à distance, si les expériences qu'on a vécues et l'essor de notre créativité à nous et de la créativité étudiante, ouais. C'était un coup d'épée dans l'eau ou bien au contraire on aspirait à reproduire ces dispositifs. Je sais pas, Catherine, tu veux répondre toi peut-être pour le carnet de bord? Alors, dans l'immédiat, les élèves qui étaient en Hippocagne en 2020, je les ai donc pour la plupart tous suivis en Cagne. Et parce que ce carnet a eu un rôle fédérateur incroyable en termes de promotion entre eux, mais également avec moi. En étant en Cagne, avec un concours à passer très tôt dans l'année, c'est un dispositif qui était inenvisageable de reproduire l'année suivante. En revanche, comme nous avons eu un confinement numéro 2, numéro 3, lors du confinement numéro 3 qui s'est traduit pour les classes préparatoires par la fermeture du lycée pendant 15 jours, enfin de toutes les écoles, j'ai reproduit ce dispositif. Mais pour la pérennité du dispositif, je me dis que la classe d'Hippocagne s'y prête assez bien parce qu'on est assez libre en termes de programme. On doit travailler sur les fondamentaux de la géographie et cette manière de faire de la géographie, de collecter des données, ça peut tout à fait trouver sa place. Ça donne envie de toute façon de sortir des sentiers battus, ça c'est certain, même si ce ne sera pas forcément sous la forme d'un carnet ou peut-être autre chose. Et j'ai en tête, alors c'est encore embryonnaire pour cette année scolaire, mais vraiment de fédérer la classe autour d'un projet qui est lié à l'inauguration d'une nouvelle antenne du lycée dans l'agglomération lyonnaise, travailler sur, en termes d'urbanisme, le projet urbain. Et je pense que ça peut-être avoir le même rôle, même si ça ne sera pas de l'écriture de soi, ça ne sera pas de la microgéographie, mais faire de la géographie autrement, ça me semble indispensable. Gaëlle, je crois qu'on n'a toujours pas retrouvé ton son. On t'entend pas, non. Si tu veux peut-être, je ne sais pas s'il y a un dispositif de messagerie instantanée, nous taper quelques mots. Ah oui, ton icône micro a l'air... Ouais, non, ça marche pas quand même. On ne t'entend pas. Bon. Si tu veux nous taper quelques éléments de réponse peut-être dans le chat et puis on en fera part à la salle. Pour rebondir sur ce que tu disais, Catherine, ouais, moi j'ai l'impression qu'un des enseignements de ces expériences, c'est qu'on ne peut pas revenir totalement dans une façon de faire classique, quoi. Moi j'ai beaucoup de mal, je suis très contente d'avoir retrouvé mes étudiants en face à face, même s'ils sont masqués, mais j'ai quand même du mal à me satisfaire d'une modalité un peu descendante et verticale des cours.
Ce que j'ai essayé de réinstaurer, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, passer de la musique par exemple au début des cours. Alors il y a certaines promos qui sont complètement hermétiques, donc bon, ça n'a pas pris, et puis bah, tant pis pour eux et pour elles. Mais pour d'autres, c'est pas mal. Ménager des temps de pause aussi, parce que je me suis rendu compte aussi que bah, sur Zoom, c'était difficile. Et en fait, de revenir à l'université, de se reconcentrer pendant 2 heures, bah, c'est aussi un exercice difficile qu'on a un peu oublié. Se tenir en fait aussi pendant 2 heures dans une salle de cours. Parfois, ils ont 6 heures, 8 heures de cours d'affilée. Enfin, c'est dur. Donc faire des pauses, leur permettre de bouger, de mettre en mouvement aussi le corps. Tu en parlais, Gaëlle, l'alternance des moments théoriques et des moments pratiques. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose que moi, sur lequel je vais mettre l'accent. Alors évidemment, c'est pas toujours adaptable à tous les cours. En licence, quand c'est des cours d'option, en fait, c'est assez facile parce qu'on est loin de ce que tu disais aussi, Catherine, d'une obligation liée à un concours ou à un diplôme, etc. Pour les cours de CAPES ou d'agrégation qui sont beaucoup plus formalisés, c'est un petit peu plus difficile à mettre en place. Mais je pense que malgré tout, on peut avoir dans un coin de notre tête toujours cette petite précaution ou cette attention, en tout cas, au fait que on les connaît bien, en fait, nos étudiants, on voit quand ils commencent à fatiguer, à être moins attentifs, etc. Donc, prendre en compte aussi l'horaire de nos cours. Si on a cours à 8 heures, peut-être travailler sur un petit rituel qui leur permette de se mettre dedans. Là, j'ai un cours, un groupe un petit peu rétif de 8 à 10 le jeudi matin, et je peine un petit peu, et je me demande si je ne vais pas leur faire 3 petites postures de yoga, par exemple, ou des respirations, pour histoire de relancer la machine du jeudi matin, où c'est un petit peu difficile. Bon voilà, là aussi, j'ai rien de très concret ou de définitivement mis en place, mais j'ai l'impression en tout cas que moi, de mon point de vue, ça m'a replacé à ce niveau corporel, en fait, émotionnel, presque affectif, en fait, de cette relation entre étudiants et enseignants. Donc je pense qu'il faut vraiment assumer la part dans nos enseignements. Ouais, voilà. Alors, je ne sais pas si on a, du coup, Gaëlle. Alors, je ne sais pas comment fonctionne. Ah voilà, discussion. On va afficher tes réponses. Oui, tu disais, le plaisir fait partie de la pédagogie, la mise en commun, le travail collectif, effectivement, et la remise en cause de la hiérarchie, de la transmission. Ouais, donc sortir d'un cadre vertical, d'une parole enseignante unique qui serait bue de façon un petit peu passive par les étudiants, mais au contraire travailler à d'autres formes, peut-être de co-construction aussi des savoirs. T'as pas employé le mot, mais j'imagine que c'est aussi ce que tu as en tête derrière cela. C'est difficile de faire la traduction instantanée et de développer les mots d'une collègue. Oui, la formation par les pairs, ouais, tout à fait. C'est aussi, je pense, des choses qu'on a un peu expérimentées toutes les trois. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres réactions dans l'assistance? On est désolé vraiment de ce dispositif un peu hasardeux. Ouais. Non, il marche pas. Non, il marche pas. Oui, merci pour vos 3 interventions. Alors moi, ce que je retiens finalement, c'est l'humain qui est au centre de vos expériences et qui est au centre de l'expérience pédagogique. J'avais une question pour toutes les 3. Suite à ce que tu as présenté, Laura, tu as évoqué en avantage le travail de groupe et le travail collectif. Et je voulais avoir vos retours d'expérience à toutes les 3, et notamment parce que donc, toi, Laura, tu interviens sur tout niveau à l'université. Vous, Catherine, donc, je pense qu'on est sur un groupe plutôt privilégié, de jeunes étudiants, mais qui sont issus de milieux privilégiés et qui ont une certaine aisance dans le monde scolaire. Et vous, Gaëlle, on est sur des étudiants de master qui commencent à avoir de l'expérience. Moi, personnellement, j'ai travaillé avec des étudiants de licence, de début d'université, à Dunkerque, où on sait qu'on a des étudiants qui sont pour la plupart issus de milieux populaires avec des difficultés matérielles, techniques et aussi de savoir et de compétences. Et donc, eux m'ont témoigné une difficulté importante au travail de groupe et collaboratif à distance et la nécessité d'être en cours en présentiel pour pouvoir travailler ensemble. Et vous, certaines d'entre vous semblent évoquer au contraire que la distance a presque facilité le travail collaboratif, ou en tout cas ne l'a pas trop perturbé. Donc je voulais avoir vos retours par rapport à ça. T'as entendu, Gaëlle, la question? Ouais, ok. Je ne fais pas la traductrice cette fois-ci.
Tu veux commencer, Catherine, et tu nous mets quelques mots, Gaëlle, dans le chat? Merci. Alors, pour ce qui est du recrutement sociologique de mes étudiants, c'est sûr que un profil de classe préparatoire, en plus, classe préparatoire privée, la plupart des étudiants avaient accès déjà à un ordinateur pendant le premier confinement, alors avec des degrés quand même très très différents, notamment ceux qui vivent dans des familles nombreuses. Un ordinateur pour toute la famille avec un planning, parce qu'il fallait que les petits, les moyens et les grands puissent participer. Des étudiants qui ont été obligés de suivre sur leur téléphone les cours. Donc l'idée d'être privilégié, elle est un peu nuancée de ce côté-là. Ces carnets, ils témoignent quand même beaucoup aussi d'une souffrance d'être seul, d'être démuni face à ces dispositifs numériques, parce que alors il y a une grosse plaisanterie, c'est de dire en classe prépa, ceux qui font lettres classiques, donc du latin et du grec, ils sont un peu plus, ils ont un peu plus de mal que les autres. Alors il se trouve que dans les élèves qu'on avait en difficulté avec le numérique et des problèmes de connexion, il y en avait qui faisaient partie de cette spécialité. Mais souvent, on avait un étudiant, par exemple, qui n'avait pas d'ordinateur et qui n'a pas de téléphone, qui vraiment était dans le refus. Bon, il a fallu qu'il s'y mette et il n'a eu qu'une envie, ensuite, c'était d'arrêter tout ça, de revenir à autre chose. Le fait d'être à distance, c'est pas une joie, on a trouvé ce biais pour faire corps. Mais c'est nettement mieux quand on est en présentiel, c'est certain. Et pour enseigner à Lyon 3 en licence 2, donc avoir un recrutement sociologique plus diversifié et d'avoir enseigné à distance, notamment dans le cadre de TD sur l'année 2020-2021, j'ai pas fait faire de carnet, mais j'ai fait comme tu l'as fait, travailler les élèves par groupe, créer des mini-salles pour essayer de faire comme si on était dans le cadre d'un TD, parce que le modèle descendant de la projection et du cours magistral que ces logiciels nous permettent, ça ne me satisfaisait pas du tout. Et j'ai pu constater, alors peut-être pas avec la même intensité qu'à Dunkerque, mais des étudiants qui n'étaient jamais connectés, qui n'avaient pour certains accès qu'à du Wi-Fi public. Donc il fallait qu'ils aillent dans la rue pour se brancher sur un Wi-Fi gratuit, pour pouvoir suivre les cours. Alors dans ces conditions, c'est sûr que quand il faut rendre un devoir au bout de 2 heures, de faire quelque chose en groupe, c'est très très compliqué. Ce qui est vrai que en prépa, il y a eu des problèmes de connexion, mais pas avec cette intensité. Gaëlle fait remonter dans le chat, vous l'avez lu, hein, tu dis que tu n'as pas trop ressenti de différence dans la gestion collective entre la distance et la vraie vie, comme tu l'écris. Et tu pointes la meilleure gestion du collectif, la disponibilité peut-être des étudiants et des étudiantes à distance. Peut-être qu'aussi dans le cas de ton cours, je surinterprète sans doute, tu me diras, mais le fait d'être loin des autres, il y avait peut-être moins d'inhibition liée à cette question corporelle. Je ne sais pas si ça a pu jouer. Peut-être pas du tout. Bon, je vais arrêter de surinterpréter. Dans mon cas, alors comme Catherine, je nuancerai un peu, c'est-à-dire que certes, la grande majorité des étudiants n'ont pas eu de gros soucis matériels. Ils avaient tous un toit sur la tête, grosso modo du matériel informatique disponible et une assez bonne connexion. Bon, il y a eu quelques cas difficiles qui n'ont pu travailler que sur des téléphones qui sont tombés en panne pendant le milieu du semestre, évidemment. Enfin, voilà. Donc là, ça a été un petit peu panique à bord, donc ce qui rend la participation de fait au cours extrêmement difficile. Et comme Catherine, je dirais que c'est pas la distance qui a permis le travail collectif plus aisé, mais au contraire que le travail collectif a adouci un peu la distance, quoi, et a permis, que le fait de repasser par des petits groupes, ça a apaisé quand même un peu l'angoisse d'abord de l'écran noir, quoi, pour certains, parce que si nous on en a souffert, je pense que eux aussi ont beaucoup souffert en fait du fait de ne pas voir leurs camarades du tout à distance, et ça ressortait quand même de pas mal du questionnaire. Et donc le fait d'être en petits groupes,
d'être 5, 6, même des fois moins 2 ou 3, ça leur permettait déjà de rediscuter. En fait, c'était, je m'en suis rendu compte rapidement, une fenêtre aussi de papotage, quoi. Donc où ils bossaient un peu sur les exercices que je proposais, mais ils en profitaient pour se donner des nouvelles, se raconter leur vie, leurs problèmes, etc. Et en fait, tant mieux si on a pu permettre aussi ce moment-là un peu d'échappatoire, quoi, parce que je pense que l'essentiel n'était peut-être pas dans la tenue exacte du programme qu'on s'était fixé en début de semestre, mais plutôt dans le fait, moi l'objectif que je m'étais donné, c'était garder le lien avec les étudiants, les garder jusqu'à la fin du semestre, jusqu'à la fin de l'année, et puis qu'ils prennent un minimum de plaisir, quoi. Voilà, moi c'était vraiment mon but de base. Et pour ça, je pense qu'effectivement, le passage par le petit collectif a été efficace. Ça a marché aussi parce que les TD, moi j'avais été en faible effectif aussi, donc ça permettait de ne pas avoir non plus 15 ou 20 petits groupes. Donc ce qui m'a permis aussi à moi de circuler dans ces salles virtuelles sans trop de difficultés, d'aller de l'une à l'autre, et du coup par ce biais-là, de rire avec eux, de faire des blagues, de dédramatiser beaucoup en fait la situation. Je crois que ça a beaucoup aidé aussi. Et puis moi, je sais que je me suis un peu ouverte de mes propres émotions aux étudiants, ce que je n'avais pas du tout l'habitude de faire avant. Ça a peut-être été un changement. J'ai beaucoup pesté contre la technique, comme je le fais aujourd'hui d'ailleurs, mais à culpa. Mais je ne suis pas une aficionada de ces questions techniques. Alors les cours en hybride, pour moi, c'était vraiment le summum de la technophobie. Et puis les jours où j'avais des cernes, ça se voyait sur la caméra et je leur disais que j'avais pas assez bu de café, etc. Donc en fait ça aussi, je pense que ça leur a fait du bien d'entendre que de notre côté, c'était pas normal et qu'on considérait pas que cette situation était normale et qu'on faisait avec et qu'on prenait en compte leurs souffrances ou leurs angoisses. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut peut-être se rappeler, c'est-à-dire on peut arriver en cours aujourd'hui en présence en leur disant qu'on a mal dormi parce que notre fils s'est réveillé à 5h du matin parce que ça arrive régulièrement, qu'on s'est fait tremper sur le trajet parce qu'on est venu en vélo et qu'il s'est mis à pleuvoir, j'en sais rien, mais voilà, leur rappeler que nous aussi on est des êtres doués de corps, de sensations, d'émotions, etc. quoi. Et ça, je pense que ça, du coup, ce passage par le collectif, ça a aussi permis ça, quoi. De nous-mêmes nous incarner en tant que corps et individu, quoi, à leurs yeux. Bon, voilà. Je vois l'heure qui tourne. Si vous avez des questions, des commentaires, on pourra peut-être en discuter à la sortie du cinéma. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence et vos questions et votre attention. Merci Gaëlle et désolée des soucis techniques et j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser à un autre moment. Et voilà, bon après-midi, à bientôt. Ouais, bon.